Bien, eh bien j'ai l'honneur de présider une deuxième table, c'est un privilège dans ce colloque, et donc le grand plaisir d'accueillir Gaspard Turin, qui est maître assistant à l'Université de Lausanne, après avoir fait un séjour d'un an à UPenn, à Philadelphie. Gaspard est l'auteur d'une thèse sur les usages de la liste en littérature, qui est une excellente thèse dont je peux témoigner pour avoir été dans le jury. Et il est l'un des membres actifs de la petite communauté européenne de contemporanéistes que nous formons, puisqu'il a contribué notamment à la revue Fiction que nous avons créée autour de Pierre Scoutius. Et puis il a aussi dirigé un colloque avec Christine Jérusalem, qui nous manquera donc cet après-midi, sur le roman contemporain de la famille, colloque dont les actes sont parus dans la collection d'écriture contemporaine que j'avais fondée en 96 ou 97, je ne sais plus, et dont j'ai laissé les clés à Laurent Demanze. Et alors aujourd'hui, Gaspard, qui n'hésite devant rien, nous propose deux notions qui sont certainement extrêmement paradoxales et problématiques, celle d'infraromanesque et celle de nouveau réalisme, et je le laisse se dépatouiller avec ça. Merci Dominique, d'autant que mon titre a un petit peu changé, comme tous les bons titres. Comme ce que je vais vous présenter est le projet d'un livre, il y aura beaucoup de choses. En principe, ça tient dans 20 minutes, peut-être 22, 23, mais maximum. Oui, il faudra. Donc, il y aura beaucoup de choses, mais j'espère que ça en vaudra la peine. La première chose que je vais faire, c'est, il y aura deux parties. La première partie, je vais faire une archéologie de la notion de notation, de note, grâce à 4 auteurs théoriciens de la note, de la notation. Et puis, dans un deuxième temps, je vais déployer un corpus littéraire d'une petite trentaine d'auteurs, représentant ce que j'ai envie d'appeler infraromanesque. Je commence avec mes 4 auteurs, dont le premier est Roland Barthes. Alors il y aurait toute une histoire à faire de la notion de notation chez Roland Barthes même, qui est inséparable de la recherche d'un nouveau romanesque, comme pour Barthes. Notion qui se sédimente au fil de l'œuvre, qui apparaît probablement qui apparaît dès les faits de réel, et puis de manière nommé dans Stade Fourier Loyola au début des années 70, au début des années 70, pardon, au début des années 70, il ne faut pas se laisser aller. Et puis jusqu'au dernier cours, en particulier la préparation du roman, je prendrai ici seulement 2 exemples significatifs de ce romanesque que Roland Barthes appelle puissance d'expression du discontinu humain. Le premier exemple est tiré d'un entretien qui s'appelle Texte à 2 parties, qui est un entretien avec un membre anonyme de la revue psychanalytique Wunderblock, qui date de 1977, où Roland Barthes se fait souffler par son interlocuteur cette idée qu'il trouve belle d'une erratique de la vie quotidienne, qu'il trouve donc très belle parce qu'elle peut produire en écriture, en musique, en images, des formes brèves d'un grand éclat, des phrases, des aphorismes, des stances, des anamnèses, des épiphanies, comme disait Joyce, à la rigueur des courtes histoires, comme on trouve chez les penseurs orientaux, mais non une histoire, un destin. Et puis le second extrait met en lumière une dimension importante de la notation, qui est son rapport à la vie. La notation apparaît d'emblée à l'intersection problématique d'un fleuve de langage ininterrompu, la vie, qui est texte à la fois enchaîné, filé, successif et texte superposé, histologie de textes en coupe, palimpseste, et d'un geste sacré, marqué, isolé, sacrifice, bouc émissaire, etc. Donc, forme brève et vie. Je ne commande pas plus, je passe au deuxième auteur, qui est un certain Georges Père, nom m'échappe. Et non, c'est Georges Perros. Georges Perros, qui, dans ses papiers collés, en 1960, présente une préface où il théorise la note, à propos de laquelle il dit « La note existe, elle est très proche de l'objet, elle dit à peine ce qu'elle veut dire, elle est paresseuse, ne tient pas absolument à se faire entendre, son corps est à la limite du fantomatique, disons qu'elle est d'essence féminine. » Alors je lui laisse l'entière responsabilité de cette remarque, à laquelle je n'adhère pas, mais que je trouve intéressante, parce qu'elle montre cette vie, encore une fois, de la note. Et puis il fait une sorte d'anti-blason. Le corps de la note, il arrive qu'un œil manque, un pied, elle boite, ou elle est myope, parle dans sa propre bouche, ne comprend pas, ne se comprend pas, mais rien de plus têtu.
Ensuite, il fait une petite liste d'auteurs. Et puis, encore ces deux assez belles phrases, faiseur de notes, contrebandier de la littérature. Je reviendrai aussi sur cette notion de contrebandier de la littérature qui me plaît. Et puis, cette aussi, je trouve vraiment très belle phrase, le langage est donc en danger dans la mesure où on lui demande ce qu'il ne veut pas donner quand on lui demande. Là aussi, je commente peu, seulement pour dire que la notation, la note, reste une notion fuyante quand elle est théorisée. Elle est théorisée par une série de formes brèves et elle est infusée d'une vie propre. Je passe ensuite à mon autre Georges P. Et chez Pérec, la question de la notation se présente sous l'influence assez directe de Barthes. Elle s'infléchit au fil des années 70 et à travers l'affiliation de l'auteur à cause commune avec Virilio et Duvigneau, elle s'infléchit donc vers d'une pratique vers une forme de théorisation qui prend raccord avec l'article « Approche de quoi ?» dans l'infraordinaire en 73 et qui donnera donc naissance à cette notion d'infraordinaire. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Et puis, interroger l'habituel, mais justement, nous y sommes habitués, nous le vivons sans y penser, mais où est-elle? Notre vie, où est notre corps, où est notre espace? Encore dernier élément, il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Donc là aussi, le propos présente une visée théorique, mais n'est constitué d'aucune affirmation directe sur son objet, essentiellement des questions et des injonctions à pratiquer l'infraordinaire. La forme brève, et en l'occurrence la liste, est très présente chez lui, et cette notion de vie est aussi également présente chez lui. Puis le dernier de ces quatre auteurs, c'est Éric Chevillard. Éric Chevillard, dans la préface à l'autofictif ultra confidentiel, qui écrit « La note est une réaction nerveuse de la langue, elle est brève et rapide comme tout réflexe du corps, comme le cri, le sursaut, la parade, la gifle qui part. » Il dit aussi « Je n'ai pas travaillé, aucune de ces phrases ne m'a coûté du temps, elles furent écrites dans le mouvement de ma vie, dans la foulée, dans l'élan, dans le courant, comme on déplace un objet, comme on ouvre une porte, comme on dresse la table, comme on chasse la mouche, je n'ai pas écrit ce livre. » C'est intéressant, ce serait intéressant de faire une comparaison, je ne vais pas faire ici, entre Chevillard et Perros, parce qu'il y aurait vraiment des choses. Perros disait aussi « Je n'écris pas, mon travail c'est de ne pas avoir à travailler ». Il détestait Solers. Enfin, il y avait des éléments communs, il y aurait des liens avec Chevillard. Tous ces auteurs ont donc le double point commun de se référer à une vie du langage dont la notation ou la note serait la manifestation et d'abandonner la description compréhensive du phénomène qui les intéresse au profit d'un choix formel de présentation qui reste lacunaire. Il me paraît capital que ce nouveau romanesque ne se plie pas aux conventions ordinaires qu'il rattache au roman, y compris dans sa structure formelle, ce que Schaeffer appelle la chaîne causale de la diégèse. Cette chaîne causale se trouve remplacée dans le moment même de la théorisation de la note par des éléments juxtaposés, dont aucun n'a d'importance hiérarchique supplémentaire par rapport aux autres, comme vous pouvez le voir dans cette petite compilation que j'ai faite des extraits que je viens de donner. Un procédé qui, plutôt que de circonscrire son objet, en suggère les propriétés, tout en laissant ouverte la possibilité que ces propriétés fussent également autres. La liste est à repourvoir constamment. On se trouve devant un romanesque dont la valeur se définit à contrario de celle du roman. Un romanesque, voilà, pardon, qui existe en fonction de la manière dont il déjoue et détourne l'ordre du roman. C'est moi qui souligne ici l'ordre du roman, et si je le souligne chez Sheringham, c'est parce qu'il faut, ce qu'il faut observer de la part des théoriciens, c'est le départ d'un système de catégorisation. Si on pense aux catégories d'un Schaeffer, notamment en ce qui nous concerne, ces catégories sont obsolètes dans le cas qui nous concerne. Il ne s'agit pas d'assigner à cet infraromanesque tel trait qui en proposerait l'ordonnancement. L'usage de la liste précède celui de la catégorisation, auquel il peut mener, mais ne garantit pas. On se souviendra du prologue de Foucault dans Les mots et les choses, dans le prologue dans lequel la liste se présente comme neutre épistémologiquement, conduisant à l'ordre aussi bien qu'au désordre. Quant à la place dans le thème de ce colloque de ces questions et du corpus que je vais maintenant présenter, si pour reprendre les termes de Michel Murat, je cite, il n'y a pas de romanesque hors d'une pensée du roman, donc si le romanesque se fait avec le roman, cela n'est valable dans ma perspective qu'à la condition que ce avec comprenne aussi son contre.
je passe maintenant à mon corpus. Alors, j'ai fait une petite constellation de théoriciens, et maintenant je vais faire une constellation de praticiens, même si la différence est peu valable, parce que les auteurs dont je vais parler, que je vais évoquer plutôt, s'inscrivent dans un usage démonstratif, voire manifestaire, des formes brèves. Mais manifestaire est un peu anachronique, s'agissant d'une littérature qui, si elle est à mes yeux profondément politique, est pourtant très très peu idéologique. Ces formes brèves, la liste en est l'une des représentantes les mieux partagées, quant à l'expression d'un romanesque renouvelé. Alors, entre maintenant et la fin de mon intervention, je vais mentionner environ 25 auteurs, 25-30 auteurs, et je n'ai pas vraiment envie de faire du name dropping, mais c'est difficile à éviter, c'est que ça passe par le nombre. C'est important. Il m'importe que les auteurs à liste fassent liste. Sheringham a cette belle formule à propos de l'énumération chez Pérec, c'est le réel qui dicte. Les auteurs dont je veux parler, en tout cas en première intention, appartiennent tous à une petite maison qui s'appelle les éditions de l'Attente. Il s'agit d'une assez vaste collection d'auteurs, plus d'une centaine d'auteurs, pour la plupart inconnus. On y trouve un texte de Quintane, on y trouve un texte ou deux d'Alféry, on y trouve du Suzanne de Pelt, on y trouve même un petit texte de Jacques Roubaud, mais pour la plupart, ce sont des gens qui sont tout à fait inconnus. J'avais proposé, oui, je peux vous faire passer, parce que j'ai amené là, d'une part le catalogue des éditions de l'Attente et d'autre part deux petits livres pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Je vous fais passer ça et puis je vous les présente très rapidement. Donc, pour la plupart des inconnus, pour la plupart négligés par les grands médias et par la critique universitaire, que rassemble une certaine idée de la restitution littéraire du réel. Cette restitution est modeste dans ses procédés. Encore une fois, la forme brève, la note, le fragment, la liste sont surreprésentés chez ces auteurs. Le quotidien, en termes de contenu, le quotidien, le presque rien, les 100 grades, ils sont monnaie courante. Mais en fait, et en toute discrétion, le propos tente de résoudre ce que Barthes appelait, dans sa réflexion sur la notation, le problème du réalisme. Je précise, je cite Barthes, considérer comme possible non dérisoire une pratique de la notation, c'est accepter déjà comme possible un retour en spirale du réalisme littéraire. En toute discrétion, il s'agit de prendre acte des injonctions de Pérec, questionner vos petites cuillers dans l'infraordinaire, et de s'inscrire dans une ethnographie du quotidien. En toute discrétion, d'aller chercher là où elle se trouve et d'où elle s'échappe, la vie. Donc, je parcours rapidement les auteurs dont je ne vais pas parler. Et je me permets de ne pas commenter les ouvrages dont le titre parle de lui-même, dans la perspective éditoriale que j'ai dite. J'en commente quelques-uns. Anne Savelli, dans Décor daguerre, refait le parcours, c'est très intéressant, un très beau texte, où elle refait le parcours d'Agnès Varda dans La rue Daguerre. Agnès Varda qui elle-même entreprenait quelque chose d'absolument similaire au Pérec de la rue Villain, dans l'article de la rue Villain qui se trouve dans Infraordinaire. J'avance un peu avec ces titres, je vous laisse les lire. Le Pas comme si des choses, Au centuple de Lafargue, que je vais citer un petit peu plus tard. Œuvre presque accomplie de Guy Bennett est très similaire aux œuvres d'Édouard Levé, pour ceux qui connaissent ce texte. Il s'agit de noter les idées de livres ou d'œuvres qui n'auront jamais lieu. Xavier Persson, qui a publié aussi chez Vertical depuis, un texte que Morgane tu connais, que tu as commenté dans Diacritique. Dominique Fabre, Philippe Hanoc, Sophie Coiffier, dont je reparlerai peut-être un petit peu après, Patrick Bouvet, Rémi Cecchetto, encore un Guy Bennett. La revanche des personnages secondaires, le titre là aussi est très parlant. Sans vue de John Harvard, et puis Jérôme Gamme, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, notamment avec Salle d'embarquement, qui est une sorte de parcours poétique et obsessionnel dans le non-lieu qu'est l'aéroport, un peu à la façon d'un Bret Easton Ellis français, avec énormément de listes. Bref, et maintenant je vous laisse en fait découvrir assez rapidement quelques extraits de ces auteurs. On fait un petit peu le tour, comme des touristes américains font le tour d'une expo. Je suis un peu au pas de course, mais je ne vais pas les lire, je vous laisse les lire. Vous arrivez à les lire.
Tout en les lisant, vous allez m'écouter, vous aurez compris que ce qui compte pour mon propos est aussi bien qualitatif que quantitatif. Il y aurait d'ailleurs d'autres auteurs, et de la constellation, je passe carrément à une voie lactée. On pourrait augmenter cette liste du Chevillard, blogueur mais aussi romancier. On pourrait l'augmenter d'un Echenoz dans la perspective très juste dont Joran Mecke parlait hier, d'une parodie dont l'éthos octorial se positionne inférieurement à cela qui est parodié. Volodine et ses hétéronymes, dans leur propension à scénographier la situation littéraire, qui est celle-là même que je décris, à multiplier les sans-grades, les Untermenschen, les anges mineurs, les quasi-anonymes, qui sont souvent des auteurs eux-mêmes, le Pierre Sange de Rinderom, Modiano, dans son économie particulière du détail et de l'archive, et dans la même perspective qu'un Marcel Cohen, et puis encore en vrac, Édouard Levé, Yves Pagès, Olivier Rosenthal, François Bon, les Oulipiennes, Michel Grangot, dont vous avez ici un titre qui est aussi paru aux éditions de l'Attente, Clémentine Mélois. J'aurais pu aussi mettre Nathalie Quintane, la Nathalie Quintane des quasi-monténégrins peut-être. Concernant les Oulipiennes ou les Oulipiens en général, Roubaud, etc., j'ai des réserves à propos de l'inclusion dans cette accumulation. Bon. Mais bref, vous voyez que cette présentation de mon corpus a d'outré et de parfaitement impossible. Or, il importe de manière centrale à mon propos qu'il ne soit pas possible non seulement de traiter, mais de lire et voire d'identifier ces auteurs pour deux raisons. D'une part, parce que toute mise en lumière implique un marquage, une saillance qui constitue le paradoxe fondamental de l'infraordinaire. L'ordinaire, l'invisible, cesse de l'être quand ils font l'objet d'une écriture, d'un marquage. Et pour cette autre raison, que cela correspond à un état spécifiquement contemporain, une situation historique, de pléthore des publications. Je ne vous apprends rien, je ne vais pas vous donner le nombre de romans publiés chaque année en France, vous connaissez ces chiffres, mais reste à reconnaître que cette situation problématise de manière aiguë l'infravisibilité de la plupart de ces auteurs. Il n'y a qu'une lettre qui sépare les parties passées publiées et oubliées. Que certains de ces auteurs soient plus connus que d'autres n'empêche pas qu'on les rassemble ici sous la bannière d'un infraromanesque, à divers titres et probablement aussi dans certains textes, plus que d'autres, mentionnant que Roland Barthes écrivait à son époque « Le romanesque est un type, ce n'est plus un genre ». Mentionnons aussi que Morgan Kiefer, à la nôtre, affirme que le romanesque procède par geste plutôt que par type. Morgan, si tu veux prendre une photo, c'est maintenant. Augmentant ainsi très judicieusement la labilité du concept. Pour Sheringham, en conclusion de l'article que j'ai déjà cité du romanesque du quotidien, les représentants d'un tel romanesque se cantonneraient à la trop connue nouvelle école de minuit, un corpus qu'ils justifient par des traits tels que leur réussite, je le cite, voire leur importance, ce qui à mes yeux est un contresens. Il me semble qu'il y a un danger à maintenir un panthéon d'auteurs. Par ailleurs, pas question d'abandonner certains principes axiologiques dans la constitution d'un corpus, pas question d'adopter un regard strictement relativiste en termes de valeur. Mais c'est cette double exigence qui me permet d'inclure dans mon corpus des auteurs largement panthéonisés, comme Echenoz ou comme Modiano, mais qui méritent aussi d'être considérés selon une forme d'humilité d'écriture dont ils ne se sont jamais départis. Pour terminer, je voudrais suggérer un double traitement possible d'un tel corpus. D'abord, pour en respecter ce qui, à travers l'idée de vie, les rapproche d'un biotope. À cet effet, on convoquera volontiers le travail récent de Romain Bertrand, dans son récent Le Détail du monde, magnifique livre, absolument sublime livre, où Bertrand se propose de faire l'histoire de l'histoire naturelle en cherchant à réhabiliter un regard sur le monde uniquement préoccupé de ses surfaces. Regard dont il dit qu'il a disparu. Est-ce que je viens de montrer que peut-être non. Donc un regard uniquement préoccupé de ses surfaces, c'est-à-dire en fait en amont du paradigme indiciaire cher à Carlo Ginzburg, selon lequel le détail fait indice, le détail conduit à la profondeur. Pour une telle réhabilitation, Bertrand préconise l'enquête écologique, le modèle de l'enquête écologique, celle qui cherche à saisir les êtres objets de son attention in medias res dans leur milieu ambiant à l'instant précis et précaire de leur apparition. Dans un tel paradigme réhabilité, le détail cesse d'être significatif d'autre chose que de lui-même et ne fait sens que dans la trame du réel qu'il laisse entrevoir à condition d'être multiplié.
Il me semble qu'une telle méthode permettrait de rendre compte non seulement de cette nouvelle forme de romanesque qui se développe dans la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi du moment contemporain de l'écriture littéraire tel qu'il se présente historiquement. Et dans un second temps, c'est un peu suggestif et je ne vais pas pouvoir passer trop de temps dessus, mais puisqu'il ne s'agit pas chez nos auteurs de vie végétale ou de vie animale, mais bien de vie humaine, essentiellement, il s'agit de la pensée en termes politiques, en termes de gouvernance. Et dans cette perspective, mes auteurs me semblent faire acte de résistance face au système littéraire dominant et au romanesque traditionnel dont ce système dominant se sert. Le politologue et anthropologue James Scott, en mobilisant les notions de braconnage, de maraudage, de glanage non autorisé, vous voyez qu'on est dans un lexique qui est très proche de celui d'Agnès Varda, donc, que j'ai rapidement mentionné plus tôt, propose l'existence d'une infrapolitique des groupes subalternes par laquelle il observe que la lutte prudente menée quotidiennement par les groupes dominés porte, à l'instar de rayons infrarouges, au-delà du segment visible du spectre de leur perception. L'agone que présente Scott est peut-être exagérée, mais peut-être pas. Il me semble clair qu'il existe aujourd'hui une domination outrageuse du spectaculaire dans la fiction et dans le romanesque traditionnel dont elle fait usage. Le romanesque passe par une spectacularisation du détail, et c'est pourquoi le retour à un infra-spectaculaire se présente comme un contre-récit face au récit dominant. Voilà. Je vous remercie. Merci Gaspard pour cette belle communication très, très suggestive et qui, j'imagine, suscitera beaucoup de discussions entre nous. Moi, je suis très content en plus d'avoir entendu résonner plusieurs fois le nom de Michael Sheringham, qui fut parmi nous l'un des premiers à travailler sur cette littérature contemporaine et qui continue de nous manquer beaucoup. Tous les auteurs que tu évoques ne sont pas si mineurs que ça, me semble-t-il, mais on en reparlera, puisque la plupart des noms que tu as évoqués ont été un jour ou l'autre des invités des enjeux contemporains de la littérature, que nous avons le plaisir d'organiser fin janvier, y compris Jérôme Gamme, qui était encore là cette année. Donc on les avait aperçus quand même un peu. Bien, mais on en reparlera. Je vais tout de suite donner la parole à Christian von Tilchte, qui est désormais installé à l'université de Münster, après avoir été pendant 13 ans, m'a-t-il dit, à Singham. Il a fait une thèse à Heidelberg et puis ensuite une habilitation comme on dit chez vous, à Ratisbonne avec Jochen Mecke. Et tout spécialiste qu'il soit de la littérature espagnole du XVIIIe siècle, il travaille aussi beaucoup sur Echenoz, Deville, Toussaint et plus généralement sur les formes d'écriture cinématographique. Et Christian va nous parler de désintégration sociale et de réintégration narrative. Et cette fois, il s'agira de Vernon Subutex, donc d'une auteure qui est quand même beaucoup plus visible que ceux que vient d'évoquer notre ami Gaspard. À vous, Christian. Merci beaucoup pour l'introduction et merci également pour l'invitation qui me permet une fois de plus de participer à ce cercle de chercheurs sur le contemporain. Bon, on passe d'une multitude de textes à un seul texte, à savoir Vernon Subutex de Virginie Despentes. Parmi les parutions littéraires des dernières années, on ne saurait peut-être trouver d'autres romans qui correspondraient mieux à la définition. Ça marche ou ça marche pas? Non. Ah oui, encore plus. D'accord. Alors, parmi les parutions littéraires des dernières années, on ne saurait peut-être trouver d'autres romans qui correspondraient mieux à la définition du roman que Machine à Histoire que la trilogie best-seller de Virginie Despentes autour du héros éponyme Vernon Subutex de 2015 et 2017. En fait, l'histoire du disquaire parisien quinquagénaire devenu SDF qui rassemble à son insu autour de lui un groupe disparate d'anciens amis et d'autres gens plus ou moins déboussolés et qui se transforme peu à peu en gourou d'un culte musical et de danse fut un succès indéniable. Plus de 320 000 exemplaires vendus, éloges des critiques, adaptation à la scène par le théâtre Neumarkt à Zurich, suivi par les Kammerspiele de Munich, et tout récemment, l'adaptation des 2 premiers tomes du roman par le petit écran par Canal+, en forme de mini-série de 9 épisodes diffusés à partir d'avril 2019.
étalé sur 3 tomes de 1240 pages au total, et maniant les itinéraires biographiques de 24 personnages principaux, le roman Fleuve de Despentes dresse un vaste panorama de la société française contemporaine et de son développement depuis les années 1980. Réflexe prévisible, chez beaucoup de critiques, cette approche a donné lieu à constater, une fois de plus, le retour du balzacien dans la fiction française du XXIe siècle, plus d'un demi-siècle après la dénonciation moderniste du modèle balzacien par Rob Grillet. De toute façon, il est vrai que la saga de Subutex s'inscrit à travers d'individus pour la plupart marginalisés dans une veine majeure du roman français actuel, réagissant au souci d'une prétendue fracture, fragmentation et désintégration de la société française si vigoureusement discutée ces dernières années. En même temps, le roman de Despentes semble s'adapter jusqu'à sa composition même au principe d'une narration sérielle qui diffère nettement de modèles littéraires ou cinématographiques en s'orientant ouvertement au soap-opéra et les nouvelles séries télévisées, dont Despentes, dans des entretiens, se déclare ouvertement fan. Cette mise à jour originelle d'une combinaison des principes du roman social et du roman feuilleton traditionnel sera interrogée dans ma contribution, autant par rapport à la poétique spécifique de Despentes qu'à sa signification pour l'esthétique romanesque contemporaine. Pourquoi est-ce que Despentes choisit de raconter la réalité sociale à travers la structure d'une série télévisée? Ou, pour demander autrement, dans quelle mesure la série télévisée peut-elle servir en tant que stratégie littéraire pour représenter la réalité sociale? La discussion de ces questions ne saurait être séparée d'une double constatation. D'une part, traditionnellement, l'attitude de la littérature vis-à-vis de la télévision et de la littérature française en particulier est plutôt distanciée, vacillant entre critique, par exemple La lenteur de Milan Kundera, et satire, exemple la télévision de Jean-Philippe Toussaint. D'autre part, il est convenu de constater que ce sont les soi-disant séries de qualité d'origine américaine qui ont éclipsé la littérature dans sa capacité de produire de grandes visions de la société et de tentatives d'analyse. Par leur complexité narrative, qui les rapproche justement du roman réaliste du XIXe siècle, les nouvelles séries télévisées peuvent avec raison être considérées comme le véritable refuge du romanesque littéraire contemporain. Il n'est donc pas surprenant qu'elles arrivent à exercer à leur tour de l'influence sur la littérature. Dans un premier temps, je me propose d'examiner en quoi exactement la narration de Vernon Subutex suit le modèle des séries télévisées. Dans un deuxième temps, j'essaierai de déterminer la nature du portrait de la société française dressé par Despentes. Et pour terminer, je mettrai en rapport ces deux aspects, la sérialité et la société, pour donner une réponse à ma question initiale. Dans Vernon Subutex, et avec ça j'en viens à mon premier point, le genre de la série télévisée est présent à 3 niveaux. Tout d'abord, il y a les séries que les personnages eux-mêmes regardent, selon leur goût et caractère. Dans sa jeunesse, le transsexuel Daniel, quand il s'appelait encore Debbie, regardait Ally McBeal, Sex and the City, Buffy. Plus tard, est devenu le petit ami de la star porno Pamela Kant. Game of Thrones le paraît super complexe. Game of Thrones plaît aussi au couple Anaïs et Kevin, ainsi qu'à Faiza et Aïcha qui se livrent à de véritables orgies de séries dans leur appartement à Francfort. Patrice, ancien ami de Vernon, se descend toutes les saisons de Walking Dead en version originale pour ne pas perdre son anglais. Série qui fascine également le producteur Laurent Dopalais, le personnage le plus abominable de l'univers Subutex. Et c'est pourtant ce personnage meurtrier et violeur que Despentes délègue les réflexions les plus compréhensives sur la consommation des séries. Il aimerait beaucoup produire une série. Il aime cette compagnie. On s'embarque avec un groupe de personnages, un rythme. C'est un robinet. Ça ne s'arrête pas. On ne t'abandonne pas. On ne te demande pas de réfléchir. On s'occupe de toi. On ne te laisse jamais tomber. Ce à quoi Despentes laisse répondre Max, le compagnon de Dopalais, qui pour sa part méprise les séries.
Des histoires débiles qui te faisaient hurler de rire quand ça s'appelait encore telenovela ou à Dallas, et maintenant que c'est à la mode, tout le monde trouve ça génial. Ou comment se maltraiter le cerveau en le bombardant d'idioties infectes et idéologiquement douteuses sur des 13 fois 60 minutes. Ce n'est pas plus sain que bouffer chez McDo matin, midi et soir. Le deuxième niveau du roman, sur lequel la série est présente, est évidemment celui du discours. Il est évident que la répartition de l'histoire sur 3 volumes et la division de chacun d'eux en chapitres resserrés sur un personnage distinct avant de repartir sur un autre qui s'agrège comme des microfictions, fait directement penser à la structuration des séries en saisons et épisodes. De cette manière, dans le premier tome s'introduisent successivement les personnages qui vont réapparaître à un autre moment de l'histoire. Vernon, Émilie, Xavier, Marie-Ange, Céleste, Dopalais, la hyène, Sylvie, Lydia Bazooka, Pamela Kant, etc. Pendant que d'autres ne font qu'une apparition passagère, Elsa, Audrey, Bertrand, Jeannot, Paul, Sophie, Jérémie, etc. Et d'autres encore font leur entrée, parfois assez abruptement, dans les tomes ultérieurs. Lavero, Stéphanie, la femme de Max, ou Solange, l'assassine. Souvent, les épisodes sont construits selon une dramaturgie filmique, c'est-à-dire que les personnages sont présentés dans une situation quotidienne, concrète. Xavier en faisant les courses chez Monoprix, Marie-Ange s'affairant dans la cuisine, ou Vernon chez le dentiste, d'où se développent de longues rétrospectives en focalisation interne. En revanche, l'intrigue principale qui réunit les épisodes n'est que faiblement profilée et prend plutôt, surtout dans le premier volume, le caractère d'un MacGuffin, d'un prétexte qui sert à déclencher l'action et garantit un suspense minimum, comme les enregistrements supposés précieux du chanteur Alexandre Bleach, qui sont en position de Vernon et suscitent la convoitise de la détective La Hyène, de la journaliste Lydia Bazooka et du producteur Dopalais. L'agencement des épisodes est régi par les principes de la surprise et du contraste, qui sacrifient volontairement la vraisemblance au profit de l'effet, comme il est typique des produits de la culture populaire. Xavier devient l'ami du jeune fasciste Loïc qui l'a presque tué. La jeune fanatique islamiste Aïcha est la fille de l'universitaire d'origine maghrébine Selim et de l'actrice porno Vodka Santana. Vernon Subutex échappe au coup de théâtre comme seul survivant à un massacre avec une centaine de morts. Et au massacre même, on s'attendait le moins, précisément parce qu'avant, il était déjà tant question des attentats réels de 2015 de Charlie Hebdo au Bataclan. Le troisième niveau, enfin, est la mise en abîme, qui s'annonce aux dernières pages du roman, où le producteur Dopalais présente son projet de raconter l'histoire tragique de Vernon Subutex et ses amis en série, et dont Massia, la copine de Vernon, commente le résultat face à lui de façon enthousiaste. C'est devenu un succès colossal, c'est totalement addictif, tout le monde la regarde. Du modèle de la télévision, je passe maintenant au tableau social. Il est vrai que ce tableau a été sujet à des évaluations diverses. Pendant que les uns y croyaient reconnaître une représentation panoramique du réel contemporain, les autres mettaient plutôt l'accent sur la reconstruction d'un milieu bien particulier, celui des sous-cultures et contre-cultures de la musique punk rock, des drogues, de la pornographie et des sexualités minoritaires, sur la représentativité desquelles on peut s'interroger à raison. En vérité, cette contradiction n'est qu'apparente. D'abord parce que le tableau de dépenses se constitue justement de ces deux volets, une coupe transversale synchronique et une dimension diachronique, et puis parce que le sort des sous-cultures, et notamment le désastre personnel de Vernon Subutex, ayant successivement perdu travail et domicile, se présente comme une métonymie de la France en crise, marquée par la désintégration sociale et un désenchantement généralisé. Le récit de la transformation d'une sous-culture spécifique, dans lequel réside une grande part de l'originalité de l'œuvre de Despentes, se fonde surtout sur l'axe formé par l'ancien disquaire Vernon Subutex et le chanteur à succès, mort d'une overdose, Alexandre Bleach. C'est par le prisme de leur vie et témoignages
et surtout à travers le monologue d'outre-tombe que Bleach dirige à Vernon au 2e volume, que Despentes compte les illusions perdues, l'épuisement des énergies utopiques et l'assimilation des modes de vie alternatifs par la culture mainstream qu'elle considère caractéristique d'une expérience générationnelle qui est aussi la sienne. Avec, à ces cas particuliers, quoique exemplaires, se rajoute cependant tout un éventail de trajectoires biographiques et un chœur de voix diverses qui, dans leur ensemble, relèvent bien d'une certaine représentativité. Selon le comptage de Michel Schall, parmi les 24 personnages principaux qui vivent dans des conditions plutôt précaires, 8 ont connu une ascension sociale et 6 peuvent être considérés privilégiés. Ce qui les réunit pourtant, à travers toutes les différences, est un ton de frustration, de résignation, de colère et même de haine. L'intellectuel Selim, issu de l'immigration, se demande pourquoi ce pays est devenu fou. La jeune tatoueuse Cécile se méfie de la politique. Ça se saurait si ce que veulent les gens modifiait quoi que ce soit à la politique. Le criminel de droite Loïc est dégoûté de l'hypocrisie de la gauche et pense qu'il faut un chef. Et Solange se fait terroriste parce qu'elle méprise la culture bobo qui fétichise le petit confort. Si, avec ce choix, Virginie Despentes rejoint bien la sociologie narrative de Didier Eribon, Édouard Louis, Michel Houellebecq, Karine Thuil et bien d'autres, il n'en est pas de même avec l'utopie concrète, quasi religieuse, qu'elle crée autour de la bande à Subutex. Bien que cette utopie fracasse pour les mêmes raisons que bien d'utopies avant, l'argent, la frustration collective, la violence et, comme il faudrait ajouter, le mal dedans de Subutex, ancêtre des essaims dans un certain sens, elle oppose quand même, et en toute sérieuxité, malgré quelques traits d'ironie, l'idée de la solidarité à l'intérêt personnel, la vie en communauté, la possibilité de vivre ensemble, à la désintégration sociale et la présence des corps à la communication abstraite des nouveaux médias. Pour terminer, je reviens à ma question initiale sur les rapports entre la représentation de la réalité sociale dans Vernon Subutex et le phénomène de la télésérialité. En premier lieu, il convient de noter que l'évocation des séries télévisées, aussi bien comme objet de consommation que de production, fait partie intégrante de l'histoire générationnelle que Despentes s'est proposé de raconter. Une histoire qui est en même temps celle de la transformation des médias et des habitudes de leur utilisation. C'est la trajectoire du vinyle et du cinéma d'auteur à Internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, blog, Mythic, YouPorn, Tetris, constamment en usage par les personnages du roman. À part cela, le goût pour les séries n'est pas seulement un signe de l'embourgeoisement des anciens bohémiens, mais aussi de la nostalgie générale d'une vie normale et du plaisir à être ensemble, qui est également à la base du culte qui se forme autour de Subutex. Au niveau du discours, l'imitation de la structure des séries télévisées permet de mettre en place une multiplicité de personnages, de perspectives, de voix et d'actions qui se prêtent parfaitement bien à symboliser simultanément les deux tendances opposées du roman, la fragmentation et la désintégration de la société, autant que le désir de cohésion sociale et l'utopie communautaire. La mise en abîme, enfin, qui identifie le projet intradiégétique du producteur Laurent Dopalais de transformer la vie de Vernon Subutex en série télévisée avec le roman même, porte un double sens. D'une part, elle dénonce de manière sarcastique la corruption morale de la mentalité capitaliste, étant donné que Dopalais est le principal responsable du massacre qui met brutalement fin aux activités de Vernon et ses amis. Ou pour le dire avec les mots de Subutex lui-même, il commandait un massacre, puis il en tirait une série. Et d'autre part, à travers de cette mise en abîme, Despentes signale que son roman
ne prétend pas non plus échapper à la marchandisation dont il a fait l'histoire. Merci. Merci Christiane pour cette plongée dans Vernon Subutex. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans la table qui vient de nous réunir, c'est qu'on est avec des formes littéraires qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté l'économie de la note et de l'autre côté l'inflation du roman fleuve. Et je crois que ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça dessine deux voix qui sont déjà finalement d'un côté la voix Schaeffer et la voix Barthes à certains égards du romanesque. Alors on pourrait approfondir à partir des travaux que vous nous avez présentés cette réflexion et se poserait d'ailleurs la question des corpus à cet égard. Du côté du roman fleuve, il y a un nom qui était apparu déjà dans le propos liminaire de Morgane hier et auquel on aurait pu penser aussi, c'est celui d'Anne-Marie Garat, avec cette grande fresque du XXe siècle qu'elle a proposée aussi dans plusieurs milliers de pages il y a quelque temps, dans un ton certes très différent de celui de Virginie Despentes. Et puis alors question de corpus aussi, ça, cette fois je pense un peu à ce que ce sorte d'état de champ finalement que tu nous proposes, Gaspard, en laissant pour le livre, le commentaire que tu vas en faire. Ce qui me semble peut-être un peu délicat, évidemment, ces questions de corpus sont toujours éminemment discutables, mais quand tu évoques l'acte de Echnoz, il y a quand même dans l'acte quelque chose comme une histoire qui va bien au-delà de la note, me semble-t-il. En revanche, je suis un peu surpris de ne pas avoir entendu, mais peut-être que tu n'y as pas pensé ou que tu considères que c'est une voie différente, et ça pourrait être une première question, que tu n'aies pas évoqué ceux qui ont été rassemblés autrefois dans un numéro de la NRF sous le nom de Moins que rien, et qui réunissait des gens aussi divers par ailleurs que Delerme, par exemple, sa fameuse première gorgée de bière, qui sont aussi des tout petits textes sur de l'infraordinaire, pour le coup, parce que la première gorgée de bière, tout le monde l'apprécie, mais finalement, voilà, on évite à la deuxième. Ou des textes qui sont plus dans le ton, d'ailleurs, de certains nombres d'écrivains que tu cites. Je pense à Pierre Autin-Grenier. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans la salle, mais ce livre s'appelle Toute une vie bien ratée, je vous conseille vivement, oui, le titre est absolument superbe. Et donc, voilà, ce sera une première question. Est-ce que tu fais un lien avec ce regroupement qui avait été fait il y a maintenant presque une vingtaine d'années déjà, et les auteurs de ton corpus, ou est-ce que tu établis des différences? Alors, merci Dominique. Oui, là, tu mets le doigt sur le problème principal devant auquel je m'affronte, qui est la Constitution. Oui. La constitution du corpus. La constitution du corpus est problématique parce que je fais entrer ou pas entrer dans ce vaste corpus, dont il m'importe encore une fois qu'il soit très vaste, mais des auteurs selon ce qui m'arrange, dont ils peuvent être les représentants. S'agissant d'Echnoz, bien entendu, c'est un auteur déjà extrêmement lu, extrêmement panthéonisé, encore une fois, et il y a une histoire, il y a un récit, il y a aussi un rapport, surtout dans les premiers, je citais Locke, mais peut-être j'aurais mieux félicité Cherokee, un rapport au détail qui est étonnant. Je crois que c'est Lucas hier qui disait que dans Cherokee, l'histoire est amenée par des détails qui sont invraisemblables, qui sont le perroquet Morgan, par exemple, qui donne le résultat qui donne un indice alors qu'il n'est pas en mesure de les donner. Enfin, il y a quelque chose de parfaitement invraisemblable dans le déroulement du récit qui est présenté. C'est par en dessous, c'est par la bande, c'est par ces aspects qui sont très fréquents chez Echnoz, d'un détail non aperçu des protagonistes de la scène qui est en train de se jouer. Tout d'un coup, on passe sous la table et on voit ce que personne ne voit, on entend un bruit que personne n'entend, on remarque une cohérence de deux trains qui se superposent que personne d'autre que l'auteur n'avait vu. C'est plutôt cet Echnoz-là que j'ai envie de promouvoir, mais effectivement, c'est un choix qui est déjà particulier. En ce qui concerne les auteurs, les moins que rien dont tu parles, alors, oui, je pourrais les inclure. S'agissant de Delerme, j'ai une petite réticence parce qu'à mon avis, chez lui, le détail est en fait un détail profondément significatif.
À mon avis, avec Delerme, on est dans un paradigme indiciaire à la Ginsburg. J'ai envie d'éviter, je pense que ce qui peut fédérer mes auteurs, c'est qu'ils se détachent de ce paradigme indiciaire. Et Autain-Grenier, ouais, il faudrait que je relise Autain-Grenier, en fait. Et, probablement, parce que je m'en souviens plus, j'avais lu il y a longtemps. Mais oui, probablement que oui. Il m'importe aussi que la liste ne se termine pas, hein, qu'il y ait encore, toujours derrière, des auteurs sous la ligne de flottaison qu'on n'a pas vue, etc. Est-ce que le problème ne vient pas d'une superposition de deux catégories qui sont en fait éminemment différentes dans l'organisation de ce corpus? D'un côté, l'économie de la note, donc du fragment, du texte bref, de l'aperçu, etc. De l'autre côté, la question du détail, qui peut être, lui, un détail parfois hypertrophié. Je pense à Claude Simon, des pages et des pages sur la coulure de ciment qu'il y a sur la porte en bois d'un poulailler dans la route des Flandres, par exemple. Et on pourrait avoir quantité d'autres exemples comme ça, ou le quartier de tomates en vérité sans défaut qu'on trouve dans les gommes, et qui sont insérés quand même dans des textes qui n'ont pas l'économie de la note comme modèle esthétique. Finalement, la question du détail, si on y réfléchit un peu, mais je ne vais pas mobiliser la parole, mais la question du détail, elle nous vient effectivement de la fin du XIXe siècle, elle nous vient de Freud, elle nous vient du détail inaperçu qui est en fait révélateur d'un certain nombre d'abîmes, de refoulements, etc. Et à partir de Freud, il y a eu toute une épistémologie du détail qui s'est développée dans des branches extrêmement différentes au cours du XXe siècle. La question de la note procède d'autre chose, elle procède plutôt des aphorismes, des moralistes, enfin voilà. Et donc il y a des lignées différentes qui parfois se superposent et se croisent, mais qui ne se confondent pas, me semble-t-il. Oui. Donc, Mais encore une fois, tu parles du détail freudien, qui est un détail que Ginsburg utilise beaucoup. Il parle de Morelli, et puis il parle de Conan Doyle, et puis il parle de Freud, pour déterminer une économie du détail qui est une économie significative, qui va vers la profondeur et qui fait ressortir de la profondeur quelque chose qui crée un récit, qui crée le récit d'une vie. Pour dire les choses rapidement, je serais plutôt dans une perspective qu'avec Alain Ehrenberg, on pourrait considérer comme le paradigme de la dépression, le paradigme du traumatisme généralisé, qui est plutôt celui du deuxième XXe siècle, plutôt que le paradigme de la névrose. À mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là que je vais aller. Et donc, effectivement, le traitement des détails est extrêmement différent d'un auteur à l'autre. Mais oui, effectivement, l'économie de la note et la question du détail et du détail hypertrophié sont deux axes qui, en fait, doivent se rencontrer pour que mon système fonctionne. Je pense que c'est ça le fin mot de ce que tu dis. des questions dans la salle, oui, mais que... Bon, merci beaucoup pour ces deux conférences qui étaient aux antipodes, mais qui avaient un point commun quand même, c'est-à-dire tout aussi bien la sérialité que la note, ça repose sur le principe de la fragmentation, d'un assouplissement de la syntaxe et de la juxtaposition. Et là, on retrouve les anciens modèles du romanesque, Clélie, Lastrée, etc. etc. C'est le même principe, en fait. La question que je voulais poser à Gaspard, c'est... Il y a une chose qui m'a échappé quand même. Est-ce que tu pourrais préciser, s'il te plaît, le rapport avec le romanesque? Parce que, en fait, ce que l'on ressent à tes côtés... Bon, merci, tu m'as fait découvrir un tas de choses. Hein. J'ai recherché ici aussi un peu cet éditeur, c'est super, ils font de très beaux livres. Par contre, ce qui m'a manqué un peu dans ce que tu as développé, c'est le rapport au romanesque. Mais la question principale est pour Christian. Tout ça, j'ai trouvé ça très convaincant. Il y a une chose quand même que je voudrais te demander. En quoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir recours à la notion de série télévisée? Quelle est la spécificité? Parce que tu as évoqué le roman feuilleton, et ça suffit. Il y a le même principe de sérialité là-dedans. Évidemment, sur le plan d'une théorie des médias, là, il y a une différence, etc. Mais là, on est dans
dans une question, dans une problématique complètement différente qui est celle de la poétique. Et là, je ne vois pas tellement la différence entre l'usage que Despentes fait de la sérialité. Je trouve que ça revient même, que ça s'appelle roman feuilleton ou série télévisée. Merci. Alors, merci Aaron, merci Meke. Je peux te dire 2 fois merci comme ça. Oui, là aussi tu mets le doigt sur. Il n'est pas le seul à mettre là. C'est tout à fait juste et c'est effectivement ce qui manque à mon argumentaire et qui est un peu problématique parce que si je peux parler de romanesque, c'est en fait à travers les premiers auteurs que j'évoque uniquement grâce à Barthes. C'est vraiment Barthes qui dit il y a un nouveau romanesque qui doit apparaître. Le romanesque habituel m'ennuie, ses personnages, sa psychologie, etc. Tout ça ne m'intéresse pas. Je veux fonder un nouveau romanesque, je veux fonder un nouveau réalisme. Il le dit de manière tout à fait évidente. Dans une préparation au roman dont on sait que le roman ne viendra jamais, ou peut-être qu'il est venu à travers d'autres éléments, à travers Roland Barthes par Roland Barthes, peut-être, bref, c'est un autre débat. Et de manière un petit peu artificielle, je passe ensuite à des auteurs et à un corpus dont je propose qu'il s'intéresse à cette question du romanesque alors que rien ne prouve qu'il le fasse effectivement. C'est d'autant plus problématique que on ne peut pas non plus relier directement ce désir de romanesque de Barthes avec celui de Perec qui serait le plus proche. On sait à quel point Perec était lecteur de Barthes et à quel point d'ailleurs Perec était tout à fait frustré de ce que Barthes ne le lise pas et ne le considère pas comme un de ses contemporains prééminents. D'autant plus que, comme il en a déjà été question, pour Perec, il y a un romanesque qui est le romanesque de la vie mode d'emploi, qui est le romanesque qu'on lit de la raconteuse, qu'on lit à plat vent sur son lit, et par ailleurs une sociologie du quotidien qui est ce dont il parle dans l'infraordinaire et qui ne se confond pas forcément ou pas systématiquement avec ce que Barthes appelle de ses voeux en termes de romanesque. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut encore que je démontre en fait. Je ne sais pas si les auteurs dont je parle, contemporains, se réclament du nouveau romanesque de Barthes. Je compte bien le démontrer avec force appareille, mais c'est pas encore gagné. Question ? Oui, en ce qui concerne la nécessité de rapprocher justement la structure de Vernon Subutex, la narrative aux séries télévisées, jusqu'à un certain point, il est vrai qu'on peut analyser cette structure en se limitant au modèle du roman feuilleton. Mais à partir d'un certain moment, ça ne fonctionne plus, même au niveau de la narration même. Parce qu'il y a quand même des éléments, par exemple la dramaturgie ou la manière comment elle raconte chaque épisode, qui ne peut plus être expliqué en comparaison ou par rapport au roman feuilleton, mais qui reflète une certaine influence de manier des images, de partir d'une dramaturgie visuelle qu'on ne peut pas encore observer dans le roman feuilleton traditionnel du XIXe siècle. Oui, ça c'est le premier point. Mais il y a aussi toute cette dimension que tu as aussi mentionnée, qui relève plutôt d'un point de vue de la théorie des médias, qui est à prendre en considération. Il n'est pas en vain que Despentes se réfère à plusieurs endroits et régulièrement à la télévision comme modèle, parce que pour son interprétation de la littérature, pour définir le statut, pour amener une réflexion sur le statut de la littérature contemporaine, il est absolument essentiel qu'elle se réfère non plus au modèle littéraire du roman feuilleton, sinon aux médias de masse populaires et visuels de la télévision. Et en plus, il y a un lien au niveau de la mise en abîme qu'elle établit qui est important à prendre en considération, à savoir que les nouvelles séries télévisées impliquent une certaine ou produisent une certaine cohérence sociale. Comme on a vu pendant ce colloque, les gens commencent à communiquer, à créer une certaine communauté de spectateurs. Ils partagent les mêmes expériences ou savoirs à partir de leur
expérience qu'ils ont fait avec les séries télévisuelles. Et c'est cet aspect-là, cet aspect de la sociologie de la réception qu'elle met en rapport avec cet esprit de communauté, de cohésion sociale qui se crée au niveau de la diégèse autour du personnage de Vernon Subutex. Alors il y a toute une série de dimensions qui entrent avec la référence à la télévision, qui dépasse largement cette référence, ces similarités avec le roman feuilleton. Et on pourrait encore aller plus loin, je crois. Merci. J'avais la même question en fait pour Gaspard, cette question du rapport. J'aurai la même réponse alors. Ah, ok, d'accord. Super. Du rapport au romanesque. Et, bon, effectivement, c'est clair que le corpus que tu as évoqué n'a rien à voir avec, le romanesque dans le sens chaîne causale, saturation événementielle, etc. Mais je me suis demandé si peut-être le rapport à cet autre romanesque ne passe pas ou ne pourrait pas passer par l'extensibilité quasi infinie, c'est-à-dire passer par le côté ouvert du romanesque. Parce qu'il me semble que dans le romanesque barthésien que tu as évoqué ou dans la note, dans le détail, il y a quand même cette ouverture à l'infraordinaire qu'on peut... cette extensibilité de l'infraordinaire, donc un contre-romanesque qui passerait par l'extensibilité. Ce serait peut-être aussi le côté écologique de ce contre-romanesque, c'est-à-dire le détail qui évoque la cosmologie, la pensée qui passe à de différentes échelles. Je ne sais pas si c'est tout à fait une question, mais... Oui. Et puis pour Christian, j'allais juste... merci beaucoup pour cette communication. Tu as évoqué Didier Ribon, Édouard Louis et puis Michel Houellebecq juste après. Je ne sais pas si Édouard Louis il était dans la salle, je pense qu'il ferait une crise cardiaque tout de suite. Alors, je ne sais pas, oui, tous les trois sont sociologiques, mais est-ce qu'on peut vraiment, je ne sais pas, faire un lien entre la sociologie balzacienne de Michel Houellebecq et la sociologie bourdieusienne engagée d'Édouard Louis et Didier Ribon? La question se pose. Évidemment, la question se pose, mais le point commun, c'est tous les trois ou tous les quatre, j'ai aussi mentionné à Karine Thuil, tous les trois, et Ribon et lui d'une part, Houellebecq d'autres, et Thuil encore d'autres, sont évidemment bien différents dans leur orientation idéologique, de ce qu'ils pensent, comment ils interprètent cette fraction fissure sociale. Mais dans l'analyse, pas dans la diagnose, elle partage les mêmes observations. Et ça, c'est le point sur lequel je voulais insister, que même s'il y a des oppositions idéologiques très marquées, il y a quand même ce point commun qui les partage tous. Peut-être juste rapidement, pour répondre à la question de Lucas, oui, je pense que tu as raison. Il manquerait encore de relier ce qu'il faudrait faire, le romanesque, avec la question du réel. Dans quelle mesure le romanesque est un besoin de réalité. À ce moment-là, oui, cette idée d'extensibilité d'un monde naturel se présente. Au même titre finalement, mais à l'inverse de ce que tu dis concernant un réel qui lui est médiatisé, toujours déjà médiatisé, c'est-à-dire que c'est un réel fait d'écran. Il n'est pas moins réel, mais il est autre à mon avis. Avant de passer la parole à Cornelia qui l'a demandé, non, qui la demande plus, bon, qui a failli la demander, je vais donner une piste à Gaspard pour le romanesque de l'infraordinaire. C'est une citation que je puise dans Campuchea de Patrick Deville, qui vient de découvrir que les cigarettes qui étaient en vente à Phnom Penh venaient de Malaisie. Et en grillant donc une de ces Marlboro Light, il écrit « À chaque cigarette malaise, le fumeur revit la fin héroïque de Lord Jim ». Bon, j'ai une question sur l'infraromanesque
qui est un peu hésitante, quoi. Vous avez souligné beaucoup l'absence d'ordre et de structure dans ce que vous appelez la note ou la notation. Donc l'écriture, l'expression fuyante, vous avez dit vie fragmentaire, etc. Alors je me suis demandé d'abord, cette notation, est-ce qu'elle ne produit pas de sens du tout, ou comment peut-on concevoir quelque chose comme un sens dans cette fragmentation, dans cette structure textuelle? Enfin, je ne connais pas du tout les auteurs que vous alléguez, mais c'est quand même intéressant. Et puis, un deuxième point d'interrogation, vous avez parlé de constitution de corpus. Alors, vous avez vous-même fait allusion à ce qui se publie chaque année en France, je ne sais pas, 500, 600 romans. Est-ce qu'on peut véritablement parler de constitution de corpus là-dedans? Est-ce que vous survolez toute cette production, ou comment est-ce que vous procédez quand vous... Enfin, c'est une question qui se pose dans toutes les époques, mais peut-être dans le contemporain, c'est encore plus fortement marqué. Ouais. Voilà. Je vais... concernant la première de vos questions, la question du sens, je redis un petit peu ce que j'ai déjà dit, à savoir que là où le roman traditionnel crée un sens avec un télos, une direction, les auteurs dont je parle le créent à travers une sorte d'errance, d'un détail qui ne fait pas sens en lui-même, mais qui fait sens dans une sorte Lucas disait avant, d'une extension du domaine, pardon, je vais réutiliser encore ce terme, encore, mais extension du domaine du littéraire au-delà de ce qu'il est ordinairement capable de produire. Et dans un détail qui demande toujours à être renouvelé pour faire sens, qui pousse toujours vers le détail suivant et qui suggère toujours l'existence d'un détail qui dépasse ceux qui sont écrits, qui dépasse ceux qui sont présents sur la page pour pousser vers le hors texte, quelque chose de ce genre-là. Et puis pour la question de la pléthore des publications, c'est pas vraiment, c'est une réponse en forme d'anecdote. Vous connaissez peut-être les travaux de Franco Moretti. Franco Moretti travaille sur des corpus qu'il numérise. Alors il ne travaille pas sur des corpus contemporains, il travaille sur des corpus essentiellement... je pense à un livre qui s'appelle La littérature au laboratoire, qui est paru chez Itac il y a 1 an et demi, 2 ans, où il fait état d'une recherche au fil de laquelle il prend 4000 ou 5000 romans anglais du XVIIIe siècle, et puis il les lance dans sa machine, et il obtient des nuages de mots, il obtient des clouds, il obtient des graphiques qui, à travers l'algorithme machine, permettent de déterminer certains traits stylistiques communs à tous ces auteurs, certains aspects de forme, et lui permet de faire une analyse, finalement, une analyse historique du corpus qu'il utilise. Ce que je trouve intéressant dans cette méthode, ce qu'il a appelé dans un autre texte distant reading, c'est qu'il préconise de ne pas lire. C'est-à-dire, il dit 4000 romans, ça ne sert à rien de les lire. Je vais perdre du temps si je les lis. Je ne peux pas les lire. Ce que je peux faire, c'est les faire lire par la machine qui va les lire pour moi. Tout ce que je peux faire, en fait, c'est lire une liste de noms d'auteurs, de noms de romans. C'est proposer à la machine une liste qui va me restituer une liste, et c'est à travers ça que je vais pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers littéraire auquel je m'intéresse. Donc c'est dérangeant. Il y a beaucoup de gens que ça dérange beaucoup, à qui on dit ça ne sert à rien de lire. Non seulement ça ne sert à rien de lire, mais lire c'est contre-productif. Il faut ne pas lire. Il faut ne pas lire ces livres si vous voulez comprendre comment les choses se passent. Et pour moi, cette forme de liste que je travaille depuis un certain temps maintenant, elle est fondamentale dans cette perspective-là, qui en l'occurrence une perspective numérique, mais qui pourrait peut-être s'adapter aussi à la situation dont vous parlez.
donc les Digital Humanities comme une poétique de la liste. Et je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on poursuive ces questions autour d'un café et de petits cakes aux fruits.